On ne peut pas se souvenir sans émotion de la bataille de Cameron. En 1863, au Mexique, une soixantaine de légionnaires français se sont battus, jusqu'à la mort pour les 2 tiers d'entre eux, contre des forces mexicaines 30 fois supérieures en nombre. Ils avaient été dépêchés là pour protéger un convoi de ravitaillement qui finalement, grâce à leur sacrifice, est arrivé à bon port. Et leur héroïsme a forcé l'admiration des Mexicains. Ils étaient commandés par le capitaine d'Anjou, qui a été tué au cours de la bataille. Elle a duré un jour, le 30 avril 1863. Et chaque année, la Légion étrangère célèbre ce souvenir glorieux. Et bien sûr, comme tous les Français qui ont entendu parler de Cameron, c'est un titre de gloire pour l'armée française. Mais c'est une défaite. Et c'est une défaite dans une défaite. L'expédition du Mexique, qui avait été lancée par l'empereur Napoléon III, a été un fiasco complet. L'armée française a été défaite, complètement défaite. Elle a été obligée de les réembarquer vers la France après avoir laissé des milliers de morts sur le terrain. Donc il y a une difficulté à trop célébrer une défaite, quelle que soit la gloire de ceux qui se sont battus jusqu'à la mort ou jusqu'à la blessure qui pouvait les tuer et qui ont été intrépides. Il vaut mieux ne pas s'obnubiler sur les défaites. Et c'est ce que j'appelle le complexe de Cameron. Et j'en parle aujourd'hui parce que je crois que le complexe de Cameron a une portée très vaste et qu'il fait des ravages à droite et à l'extrême droite. Le complexe de Cameron s'applique évidemment, pour ce qui est donc de la droite et de l'extrême droite, à 3 événements historiques considérables. Les gens de droite ont perdu la guerre de Vendée, ils ont perdu la guerre de sécession, ils ont perdu la guerre des Russes blancs avec Denikin. Alors je suis le premier à révérer le souvenir de la Vendée militaire. J'ai mis dans ma chambre en Bretagne un portrait de La Roche-Jacquelin, le généralissime des armées catholiques et royales, et j'ai fait avec mes enfants il y a bien longtemps le pèlerinage de la Vendée militaire. Et je suis allé au Puy du Fou où on célèbre ce souvenir. Et où je vous conseille d'y aller si vous n'êtes pas allé encore. Donc j'ai le souvenir ému de l'héroïsme de ces grands généraux, et bien sûr de tous ceux qui étaient avec eux. La Roche-Jacquelin, Catineau, Stofflet, Lescure, Charette bien sûr. Allez voir Vaincre ou mourir, qui a été fait par le Puy du Fou. Ce n'est pas techniquement un film très réussi, mais c'est un film profond, et qu'il faut voir, qui célèbre donc la mémoire de Charette, le dernier des survivants de la guerre de l'armée catholique et royale, de la Vendée militaire. Après donc la Vendée militaire, je pense bien sûr à la guerre de sécession, qui me concerne moins, qui nous concerne moins, mais je sais que beaucoup de Français sont à fond, de tout cœur, dans le souvenir, du côté des confédérés, qui défendaient leur indépendance. Hein. On écrit l'histoire à l'envers. Les États du Sud avaient le droit à l'autodétermination, ils voulaient se séparer, et ils avaient raison moralement contre les Yankees, mais ils ont perdu. Alors, beaucoup de gens de droite se sentent les compagnons du général Lee, qui commandait les armées confédérées, les sudistes. Je suis de tout cœur avec eux, mais c'est encore une défaite. La troisième histoire majeure qu'on peut se rappeler dans ce domaine, c'est bien sûr la guerre des partisans blancs, avec Kolchak, Denikin et ensuite Wrangel. Mon ami feu Serge de Beketch, qui est mort en 2007,
mettait au début de son libre journal de Radio Courtoisie un indicatif musical qui était le chant des partisans blancs. Et c'est très émouvant. Mais c'est encore une défaite. Les bolcheviks, malheureusement, ont gagné. Et Dénikine a été obligé de partir. Il était obligé de fuir, de prendre l'exil. Alors, cette tendance à droite à s'obnubiler sur les défaites glorieuses a quelque chose d'inquiétant. Et je voudrais avec vous en examiner les conséquences politico-pratiques. La première, c'est le défaitisme, avec un double aspect. Premièrement, on a l'impression que la droite doit toujours perdre, et que donc la gauche, l'ennemi de la droite, va toujours gagner. Et un aspect plus subtil, en deuxième lieu, c'est le fait que seule la défaite serait glorieuse, la victoire serait toujours un peu douteuse. Ensuite, il y aurait un sens de l'histoire qui porterait toujours vers la victoire de la gauche. Et nous serions condamnés, nous, hommes de droite, à nous battre glorieusement, mais avec la certitude de perdre. C'est très curieux parce que beaucoup de gens à droite étaient persuadés de la victoire finale du communisme, qui était annoncée par Marx. Vers 1946, lorsque Joseph Schumpeter a écrit « Capitalisme, socialisme et démocratie », ce prétendu grand économiste nous annonçait la victoire fatale du communisme. Et je suis sidéré, quand on lit ce livre aujourd'hui, de se rendre compte non seulement qu'il s'est complètement trompé dans ses prévisions, mais qu'on a affaire à un tissu de sottises. Ce grand économiste, entre guillemets, s'imaginait que le communisme fonctionnait et qu'on pouvait le démontrer. Eh bien, on avait déjà démontré le contraire avec Ludwig von Mises et Friedrich August von Hayek, et on a compris que ces auteurs-là avaient raison lorsque le communisme finalement s'est effondré. Donc le sens de l'histoire n'était pas celui que croyaient Marx ou Schumpeter. La victoire finale du communisme n'était pas assurée, et c'est l'inverse qui devait se produire. Gustave Le Bon, d'ailleurs, lui, il avait prévu. Il avait prévu à la fin du XIXe siècle, d'une part, que les socialistes, et les communistes, à l'époque, on ne faisait pas la différence, finiraient par prendre le pouvoir, mais ensuite, que comme leur système ne pouvait pas fonctionner, qu'ils finiraient par le perdre. La seule erreur de Gustave Le Bon, c'est d'avoir sous-estimé la capacité de résistance du politique à l'économie. Le fait que l'URSS a quand même duré 70 ans. Le sens de l'histoire n'est pas celui qu'on croit. J'avais pour ma part d'ailleurs compris bien avant beaucoup de gens à droite que l'URSS n'allait pas très bien et que le verre était dans le fruit. Je me rappelle lorsque j'écrivais en 1978 La politique du vivant, j'avais écrit dans la première version, à republication, que le verre était dans le fruit. Que si l'URSS laissait partir Solzhenitsyn, c'est sans doute qu'elle était déjà moribonde. En tout cas, qu'elle n'allait plus très bien. Du temps de Staline, personne n'aurait entendu parler de Solzhenitsyn, on lui aurait collé une balle dans la nuque. Et j'avais une discussion avec Yvan Blot, le regretté président à l'origine du Carrefour de l'Horloge, ex-club de l'Horloge, qui me dit non, on ne peut pas dire ça, les gens ne vont pas comprendre, ils n'y croyaient pas. Un peu plus tard d'ailleurs, lorsque il est devenu de plus en plus évident que l'URSS allait très mal et qu'elle allait s'effondrer, il m'a soutenu qu'on ne pouvait pas dire ça, que Jean-Marie Le Pen ne le croyait pas. Les prétendus kremlinologues, je pense en particulier à Alain Besançon ou à François Stom, nous expliquaient que non, la perestroïka c'était de la frime. Or, il suffisait de lire le livre de Gorbatchev, Perestroïka, pour se rendre compte que l'idéologie marxiste était atteinte. Gorbatchev nous expliquait qu'il y avait certes des valeurs marxistes, mais qu'au-dessus des valeurs marxistes, il y avait des valeurs universelles. Ce qui était un contresens pour un vrai marxiste. Donc on pouvait déjà savoir que le verre était dans le fruit et que par conséquent, l'URSS allait se déliter. On ne pouvait pas savoir quand ni comment ça allait se produire, bien entendu. Je ne prétends pas avoir prévu la chute du mur de Berlin aussitôt.
Alors, il faut donc se méfier des prévisions pessimistes des gens de droite ou assimilés. Alors aujourd'hui, on nous fait de nouveau le coup, avec le cosmopolitisme. Beaucoup de gens s'imaginent qu'il y a un sens de l'histoire et que la perspective de l'État mondial est inéluctable. Et ils peuvent s'appuyer d'ailleurs sur la lamentable dissertation d'Emmanuel Kant, qui s'appelait en 1784 Idée d'une histoire universelle du point de vue cosmopolitique. Où il annonçait que c'était écrit dans les étoiles que le monde finirait par avoir un gouvernement mondial. Je me rappelle avoir eu un débat sur Radio Athéna avec Philippe Fabry sur le sujet, qui croyait tout à fait à ça, qui pensait que les nations allaient se fondre dans l'Europe et puis l'Europe dans le monde. Et je lui démontrais le contraire, la fragmentation du monde. Il y avait une vingtaine d'États indépendants en 1900, il y en a 190 aujourd'hui. Donc l'évolution concrète depuis 120 ans, c'est l'inverse de ce que nous annonce le cosmopolitisme. Alors je ne dis pas qu'il y a un sens de l'histoire absolument irrécusable, dans le sens de la fragmentation, peut-être que l'évolution va s'arrêter. Je ne le pense pas pour des raisons profondes, parce qu'il y a des forces telluriques qui sont la volonté, le besoin d'identité des individus et donc des peuples, et puis la logique de la démocratie, qui conduit au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors, donc, on peut être plus optimiste que ne le sont la plupart des gens de droite. Et puis, ce complexe de Cameron conduit à une série de contresens historiques. Alors, l'un d'entre eux, c'est que la défaite serait un bon critère pour classer un mouvement historique à droite. Le fascisme est mort en 1945, le fascisme aussi bien le fascisme italien que le fascisme allemand, parti socialiste national des ouvriers allemands, le NSDAP de Hitler. Mais le fascisme n'était pas du tout un mouvement de droite, contrairement à ce que voudrait nous faire croire la propagande de gauche, marxiste ou cosmopolite. C'était un mouvement de gauche. Le fascisme était un socialisme national, un mouvement révolutionnaire qui voulait créer un homme nouveau, et donc il était évidemment de gauche. C'était une autre gauche, certes, une gauche nationaliste, ou différente, qui s'alliait avec une partie de la droite contre le communisme et ses alliés. Mais c'était la gauche. C'est un contresens majeur de penser que les fascistes étaient de droite. Un autre exemple qui est moins grave, mais qui est quand même symptomatique, c'est la Commune de Paris. L'infâme Commune de Paris, qui s'est illustrée par son vandalisme, sa rage de vandalisme, en brûlant l'hôtel de ville et en brûlant les Tuileries, était un mouvement révolutionnaire honteux, méprisable, abject. Et le grand Adolphe Thiers a eu bien raison de prendre les moyens de l'écraser comme il le fallait. Donc il est paradoxal qu'une partie des gens d'extrême droite se revendiquent de la Commune de Paris, au même titre que Marx ou Engels. C'est-à-dire d'un ramassis de crapules et de canailles. Alors, je ne pense pas que nous puissions trouver une grandeur morale à la défaite parce qu'elle est la défaite. Alors je pense à ce propos d'ailleurs à un livre, ou plutôt un extrait de livre, qui s'appelle la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita est un chapitre de l'immense épopée indienne hindoue qu'on appelle le Mahabharata. Et la Bhagavad Gita, c'est-à-dire le chant du bienheureux ou le chant du Seigneur, raconte un échange, une discussion entre Krishna, qui est l'incarnation du dieu Vishnu, et Arjuna, le roi Arjuna.
Et le roi Arjuna hésite à combattre, hésite à se battre. Il pense, est-ce que c'est bien de se battre? Je risque de faire couler le sang de gens qui sont mes cousins. Et l'un des thèmes principaux de la Bhagavad Gita, c'est d'expliquer, Krishna explique que l'essentiel, pas l'essentiel, la seule chose qui compte, c'est de faire son devoir, le dharma, le devoir d'État, peu importe le résultat. Donc, une morale de l'intention et non pas une morale des conséquences. Alors, je ne sais pas si cette position philosophique de l'hindouisme résulte de la tradition indo-européenne, ou si celle-ci a été corrompue en arrivant jusqu'au Mahabharata. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la tradition occidentale. Dans l'Occident, on se bat pour gagner, on se bat pour la victoire. On peut, certes, honorer la gloire des vaincus, mais on n'en fait pas un but. On en fait plutôt un accident par rapport à l'objectif essentiel qui est la victoire. Alors, dépassons donc les quelques exemples que j'ai donnés. Je voudrais faire un tour d'horizon de ce complexe de Cameron pour montrer sa prégnance dans la mentalité de la droite, ou de l'extrême droite. Un livre a été écrit sous la direction de Jean-Christophe Buisson et Jean Sévillia, qui s'intitule « Le dernier carré, combattant de l'honneur et soldat perdu de l'Antiquité à nos jours ». Alors la liste partielle de ces défaites glorieuses, en quelque sorte des équivalents de Cameron, bien que Cameron ne soit pas cité, c'est les Thermopyles, 480 avant Jésus-Christ, Massada, 73, Montségur, Trébizonde 1463, c'est-à-dire 10 ans après la chute de Constantinople, les Camisards protestants, 702, l'Écosse, le Canada français, la chouannerie des 100 jours en 1815, l'Oklahoma à la fin de la guerre de sécession en 1965, le Mexique dont j'ai parlé, qui se termine pour la France en 1967, les zouaves pontificaux en 1970, qui ont défendu la papauté contre les Italiens, la Commune de Paris, j'en viens d'en parler, l'Irlande en 1923, les armées blanches de Niki en 1924, les Cristeros au Mexique, encore en 1934, l'Allemagne hitlérienne en 1945, l'Algérie française en 1962, le Liban en 2000, et Kobané en Syrie en 2014. Bon, le plus important n'est pas dans cette liste. Les plus importantes tentations de la droite s'appellent bonapartisme, royalisme et hitlérisme. Fascination pour la défaite. Je commence par le bonapartisme. Napoléon Ier, bien sûr. Napoléon a été un génie de la propagande, mais une catastrophe pour la France. Lisez un petit livre de Maurras, qui est un recueil d'articles sur Napoléon, qui a été publié par la Délégation des siècles, de Jonathan Sturel. Et dans ce livre, Maurras montre bien que l'œuvre de Napoléon est un échec total. Ça se termine à Waterloo. Elle laissait la France beaucoup plus faible qu'elle n'était, et plus petite qu'elle n'était quand il est arrivé au pouvoir en 1799. Et l'aventure de Napoléon, ou cette épopée, si vous voulez, n'est pas aussi pure qu'on le croit, ou qu'on le dit. Napoléon s'est couvert de honte à plusieurs reprises. Il a abandonné son armée en Égypte, il a abandonné son armée en Russie, l'armée française de Napoléon a commis de multiples crimes en Espagne, illustrés par les fameux tableaux de Goya, le Dos de Mayo et le Tres de Mayo. Les armées de Napoléon ont même réussi à se faire battre par les Congoïdes de Haïti. C'est tout dire. Et quelle que soit la gloire d'Austerlitz, elle est effacée par la défaite de Waterloo. Napoléon était un homme cynique qui a dit « j'ai 100 000 hommes de rente ». C'est-à-dire je peux faire tuer 100 000 hommes par an sans problème. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ?
Napoléon a consolidé la Révolution, ce qu'il a fait de pire peut-être. Mais le pire peut-être non, on dépasse là. Le pire c'est qu'il a saigné la France, il a fait mourir au moins 1 million d'hommes. Donc le bilan de Napoléon est catastrophique. Et il n'y a pas lieu de se réclamer de Napoléon. Pour un homme de droite, ni pour un Français en général d'ailleurs, de droite ou de gauche. Deuxième exemple, Hitler. On peut faire un parallèle entre Hitler et Napoléon, qui est assez prodigieux. Ils ont conquis l'Europe, ils ont été battus sur le front russe. Et il ne faut pas se laisser impressionner par le fait que l'histoire n'est pas écrite de la même manière dans les deux cas. Elle est écrite par les vaincus pour Napoléon, elle est écrite par les vainqueurs pour Hitler. Mais il est extraordinaire qu'une partie des gens d'extrême droite soient fascinés par Hitler, qui était un ennemi de la France, et qui était un révolutionnaire, un homme de gauche, profondément de gauche, pas du tout traditionnel. Il se réclamait des Ariens, des Arias, mais il disait qu'ils n'existaient pas encore, mais qu'on les fabriquerait. Donc il n'y a pas lieu de se réclamer de Hitler quand on est à droite, puisque Hitler était un homme de gauche. Et un révolutionnaire, profondément révolutionnaire. Le troisième exemple, intéressant aussi, c'est le royalisme. Alors on peut toujours soutenir que le régime actuel est mauvais, ça je suis d'accord, mais il faut se demander comment le réformer. Nous pensons qu'il est surtout mauvais parce qu'il n'est pas démocratique. Et que la solution, c'est de restaurer la démocratie. Nous sommes dans un régime oligarchique, et non pas dans un régime démocratique, malgré les apparences. Nous ne sommes pas en république, nous sommes dans un État cosmopolite. Et donc, le projet de restauration monarchique nous paraît illusoire, et d'autre part, n'est pas du tout tentant. Quand on voit ce que sont les rois, il est vrai constitutionnels dans les pays d'Europe où il y a des rois, en Espagne, en Angleterre et ailleurs. Mais les royalistes français font pire, ils s'obnubilent sur la gloire du passé, mais pas seulement sur la gloire des grands rois qui ont fait la France comme ils disent, ou que la France a fait, plutôt, je préférerais dire, Saint-Louis et Louis XIV, mais sur un roi comme Louis XVI, qui est le premier responsable de l'horrible révolution de 1789. Ne l'oublions pas. Il était d'ailleurs idéologiquement conquis par les idées révolutionnaires. Alors, Louis XVI était un incapable, Charles X a perdu le pouvoir parce qu'il n'a pas eu le courage de lutter contre la populace. Idem pour Louis-Philippe en 1848, et quelques semaines après, le général Cavaignac a fait ce que Louis-Philippe aurait dû faire, ce que Thiers lui avait conseillé, il a écrasé la populace, comme Thiers le fera plus tard, lui-même, en 1871, avec la Commune de Paris. En 1871-72, c'est le comte de Chambord qui n'a pas voulu de la couronne qu'on lui proposait sur un plateau, sous prétexte qu'il ne voulait pas du drapeau bleu-blanc-rouge. Alors, on a Louis XVI, un incapable, Louis-Philippe, un usurpateur, et enfin, le comte de Chambord, un imbécile. Franchement, vouloir poursuivre dans cette voie, ça s'appelle de l'acharnement dynastique. Alors, le plus important peut-être maintenant, c'est d'oublier, non pas d'oublier d'ailleurs, mais de relativiser les défaites glorieuses. Je voudrais, pour être non pas complet, mais pour ne pas oublier des choses qui ont leur importance, je voudrais mentionner quand même l'Algérie française, bien sûr. Franchement, ceux qui, à droite aujourd'hui, se plaignent de l'immigration musulmane devraient se dire que l'Algérie française est une mauvaise cause. Je condamne la manière dont De Gaulle a réalisé l'opération pour donner l'indépendance à l'Algérie, mais pas le but qui était de séparer ces millions de musulmans de la France, de leur ôter la nationalité française.
il avait dit, vous savez, je ne veux pas que colomber les deux églises deviennent colomber les deux mosquées. Il avait raison. Il avait raison. Alors que les pieds noirs, rapatriés d'Algérie, évidemment, n'acceptent pas ce qui s'est passé, c'est tout à fait normal. On ne peut pas leur reprocher. Mais il faut reconnaître que la cause de l'Algérie française était indéfendable. Et que par conséquent, il n'y a pas lieu de glorifier excessivement l'OAS, ni Bastien-Thierry. Bastien-Thierry a voulu tuer le général de Gaulle, il a été condamné à mort, exécuté. C'est pas la peine d'en faire un héros. Même si d'ailleurs il avait réussi son coup, si de Gaulle avait été tué, ça n'aurait rien changé sur l'Algérie française. Ça aurait peut-être changé la politique française, évidemment, en faisant partir de Gaulle un peu plus tôt, et un peu plus brutalement. Mais Bastien-Thierry lui-même, d'ailleurs, qu'on présente comme un héros, n'a pas été si héroïque lors de son procès, puisqu'il a prétendu, de manière absurde et ridicule, qu'il n'avait pas essayé de tuer de Gaulle. On avait tiré des dizaines de balles sur la voiture de Gaulle, mais c'était pas pour le tuer. Tout cela est complètement ridicule. J'ajouterai quand même un mot sur le maréchal Pétain. Alors le sujet est un peu différent, parce que le maréchal Pétain est un grand homme. C'est à cause de lui, de Gallieni, de Foch, que la France a gagné la guerre de 1914-1918, la Grande Guerre. Il a été parfaitement impeccable pendant la Seconde Guerre mondiale, il a protégé la France, il a été le bouclier. Moi, je crois profondément à la vérité, à la validité de la formule du colonel Rémy, qui était lui-même un grand résistant, sur l'épée et le bouclier. De Gaulle avait compris, ou il avait la chance de faire le pari, sur la victoire des Alliés, anglo-saxons, mais Pétain a protégé les Français, y compris les Français juifs, qui ont été beaucoup moins nombreux à être déportés et à mourir en déportation que les Juifs des autres pays. Donc la France devait être redevable et reconnaissance envers le maréchal Pétain. Mais ce n'est pas pour cela qu'il faut en faire de l'État français, du maréchal Pétain, une sorte de modèle. C'est si peu un modèle que la technocratie française que nous subissons encore aujourd'hui a été conçue avant la guerre et mise en œuvre d'abord pendant les quelques années du régime de Vichy. Alors après ce tour d'horizon, qui n'est sûrement pas exhaustif, des défaites glorieuses, je voudrais vous inviter, chers amis de la résistance française et de la réaction républicaine, à considérer dans l'histoire de France nos victoires. Si la France est là, c'est à cause de toutes les victoires qu'elle a remportées. Alors je voudrais en signaler 4 au moins. Poitiers 732, c'était pas encore tout à fait la France, mais c'était déjà le royaume des Francs, et Charles Martel a sauvé la France future, la France en germe, en battant les Arabes musulmans à Poitiers en 732. Deuxième victoire retentissante, qui pour moi est la plus grande victoire de l'histoire de France, c'est Castillon 1453, que presque personne ne connaît, alors que c'est la plus grande victoire. Et donc il faut penser au maréchal André de Loyac, qui a battu les Anglais et qui a fini la guerre de 100 ans par une victoire totale en 1453 à Castillon près de Bordeaux, aujourd'hui Castillon-la-Bataille, qui d'ailleurs était compétent d'armes de Jeanne d'Arc, et qui a participé à la victoire de Patay à celle de Formigny. Donc, Castillon, 1453. Troisième succession de victoires, depuis la bataille de la Marne jusqu'à Verdun, c'est la Grande Guerre, 1914-1918. Nous avons pris notre revanche contre la défaite lamentable de Napoléon III à Sedan en 1970, nous avons battu les Allemands. Il faudra être fier, et il faut donc fêter cette victoire le 11 novembre de chaque année. Et puis, avant cela, peut-être, je voudrais célébrer, quels que soient les avatars de la décolonisation,
la grande épopée de la colonisation française, qui commence en 1830 par la conquête de l'Algérie et qui se termine en 1814. Sous plusieurs régimes, y compris sous la Troisième République franc-maçonne de Jules Ferry. Donc c'est une grande page de l'histoire de France. La France a conquis une grande partie de l'Afrique noire et de l'Afrique du Nord, et il faut en être fier, il faut être fier de ce que nous avons fait. Mais bien sûr, il faudrait citer toute l'histoire de France avec ces innombrables batailles comme Bouvines qui ont permis à la France d'agrandir son territoire, qui ont permis au roi de France de faire de la France ce qu'elle est aujourd'hui. Donc nous pouvons être fiers de notre passé, et notamment de notre passé militaire. Alors en conclusion, je ne voudrais surtout pas que l'on se méprenne sur mon propos. Gardons le souvenir des héros qui se sont sacrifiés avec courage, avec un courage indomptable, qui ont eu le sens de l'honneur jusqu'à la mort, plutôt la mort que la honte, plutôt la mort que le déshonneur, telle est la devise de la chevalerie qu'ils ont portée avec eux, qu'ils ont portée dans leur cœur. Et il ne faut donc pas oublier Cambronne, ni la gloire de la Vendée militaire, mais il ne faut pas résumer notre histoire à ses défaites. Il faut d'abord penser à nos victoires qui sont tout aussi glorieuses que ses défaites. Et il faut d'autant plus penser aux victoires passées que nous devons préparer les victoires à venir, car demain nous appartient.